Mesdames et messieurs, nous faisons un chaos global déconcentré, décentralisé aujourd'hui, puisque c'est les vacances de Toussaint, c'est de plus en plus tôt. Et donc, moi, je suis au siège du Courrier des stratèges. Édouard est quelque part en France. Je remets un tout petit peu la caméra, voilà. En Normandie. En Normandie. On va parler évidemment, comme chaque semaine, de l'actualité importante qui compte, et spécialement dans la géostratégie, dans les relations internationales. J'en profite quand même pour rappeler que vous pouvez, je le fais apparaître ici, vous pouvez évidemment adhérer gratuitement au fil Telegram du Courrier des stratèges. Il s'appelle Restez libre sur Telegram. C'est de l'info 7 sur 7, 24/24, notamment lorsqu'il y a des breaking news. Je crois que nous avons été en gros les premiers à annoncer, par exemple, ce week-end, la frappe du Hezbollah contre le domicile du Premier ministre israélien. Donc ça peut toujours être précieux. Restez libre. Je vous remettrai la petite bannière tout à l'heure. Je rappelle, bien entendu, vous pouvez, en plus de cette vidéo, lire les articles du Courrier des stratèges, le courrier des stratèges.fr, et vous y abonner, puisque un certain nombre d'articles confidentiels ou d'analyses ou d'informations pointues sont payants. C'est sur abonnement, 9,90 € par mois. En particulier, nous allons faire l'histoire, si j'ose dire, le récit des lois de finances et de financement de la sécurité sociale qui, vous le savez, vont avoir un impact direct sur votre vie quotidienne. Donc, ne manquez pas nos comptes rendus, ou rapides, ou longs, ou détaillés sur ces sujets. Vous ne les trouverez pas ailleurs. Et bien entendu, rejoignez la chaîne Patrimoine sur YouTube, 4,99 € par mois. Ce sont des conseils, notamment pour protéger votre patrimoine face aux différentes folies qui arrivent, notamment la folie fiscale, la folie financière et tous les incendies qui menacent les places financières, qui menacent le patrimoine, qui menacent les finances publiques et donc par rebond qui risquent d'augmenter, vous le venez de voir, les taxes sur le patrimoine, sur votre patrimoine. Voilà. Aujourd'hui, on va essentiellement parler des BRICS, du sommet des BRICS avec Édouard Husson. On va en faire le point. Alors déjà, Édouard, est-ce que tu peux, puisque c'est un sujet d'actualité qui est assez mal traité d'ailleurs par les médias mainstream, on pourra en dire quelques mots, on pourra dire quelques mots des raisons pour lesquelles le sommet des BRICS est mal traité par les mainstream. Est-ce que tu peux nous redire ce que sont les BRICS pour ceux qui vont complètement découvrir ce sujet? Les BRICS pour les nuls, toi qui es enseignant d'histoire, explique-nous ce que c'est. Alors, BRICS, ce sont des initiales en anglais, en fait, pour Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, donc Afrique du Sud, qui en français viendrait en premier, mais qui là vient en dernier dans l'acronyme. Donc, c'est un groupe de pays qui, de manière amusante, d'ailleurs, au départ, a été créé dans un article du Financial Times. C'est un analyste économique dont j'ai oublié le nom, qui dit il y a 5 pays dont l'économie est en forte croissance et on pourrait les envisager ensemble parce qu'il y a des éléments de comparaison, ils ont des forces et des faiblesses. Bon, et en 2006, ces pays, les dirigeants de ces pays ont dit si on prenait ça au sérieux, créons un forum où nous rencontrer pour comparer l'expérience d'économie émergente, on dit à l'Ouest, d'économie en croissance dans un monde dominé par les États-Unis et par l'unilatéralisme. Et puis, ça a eu un peu de succès médiatique au départ, mais ça n'a pas vraiment eu de conséquences sur l'équilibre du monde avant, on peut dire, la moitié des années 2010, enfin vers 2015 par là, après le coup de Maïdan, le coup d'État fomenté par les Occidentaux en Ukraine, l'annexion de la Crimée par la Russie, et là c'est la première vague de sanctions contre la Russie
mises en place par les États-Unis et l'Union européenne. Et c'est aussi un moment où la Russie et la Chine commencent à s'interroger sur, évidemment, l'hostilité des États-Unis à leur égard, mais en fait, comment s'organiser face aux États-Unis. Et bien sûr, ce phénomène s'est accéléré à partir de la guerre d'Ukraine, avec cette très mauvaise surprise pour les Occidentaux, que loin de condamner la Russie, les quatre autres membres des BRICS sont restés neutres, ou bien même ont soutenu la Russie et ont condamné les sanctions occidentales. Et étant donné que cette guerre d'Ukraine sert de révélateur dans le monde et que la Russie a eu, qu'on aime ça ou pas, un certain succès en parlant de colonisation occidentale ou de recolonisation occidentale, en dénonçant les États-Unis, eh bien, il y a un certain nombre de pays qui ont envie d'entrer dans les BRICS. Et d'ailleurs, il y en a 5 qui ont été admis de nouveaux membres dans les BRICS l'année dernière, en 2010, au sommet de… En 2023 pardon, en 2023, oui, je pensais à deux choses. Ne te rajeunis pas abusivement. Voilà. En 2023, 10 membres en 2023 au sommet en Afrique du Sud, l'équivalent du sommet qui a lieu cette année en Russie. L'année dernière, il était en Afrique du Sud. Et donc, on a admis l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Éthiopie. Alors, concrètement, il y a combien de membres au total dans les BRICS aujourd'hui? Aujourd'hui, il y en a 10. Il aurait pu y en avoir 11. L'Argentine, qui avait été admise il y a un an, n'a pas voulu, après l'élection de Javier Milei, elle a dit qu'elle sortait du processus d'adhésion aux BRICS. Alors, c'est l'occasion de redire puisque finalement on en parle assez peu, c'est l'occasion de dire que Javier Milei, qui a un programme économique qu'on ne trouve pas forcément inintéressant au courrier, en tout cas moi, Javier Milei, dans le même temps, a une ligne qui est fondamentalement atlantiste et vassalisée à la fois par les États-Unis et par Israël, et que donc ça l'a conduit à, au fond, refuser l'adhésion à ces BRICS. Est-ce que ça signifie que délibérément, l'adhésion aux BRICS, c'est antinomique d'une alliance ou d'une sympathie ou de relations courtoises avec les États-Unis? Alors, première remarque, les États-Unis ont eu peur de ce qu'il y ait 2 grands pays latino-américains dans les BRICS. Déjà, le Brésil, avec ses 200 millions d'habitants, avec son économie indéniablement puissante, malgré les faiblesses, c'était beaucoup. C'est un défi lancé à Washington. Mais alors, l'Argentine en plus, effectivement, ça commençait à vouloir dire que le cœur de l'Amérique latine était susceptible de basculer et sans aller jusqu'à l'invocation de la doctrine Monroe, selon laquelle pour les États-Unis il ne doit y avoir aucune ingérence de puissance étrangère sur le continent américain du nord au sud. Malgré tout, c'était un mauvais signe. On peut penser aussi que les Britanniques étaient très mécontents parce que il y a la question des Malouines, des Falklands, et donc est-ce que les BRICS auraient pu s'emparer de cette question à un moment? Bon, encore que sur ce sujet, Milei est plutôt nationaliste, mais oui, on précisera que Milei a reformulé la revendication d'une récupération entre guillemets de la souveraineté argentine sur les îles Falklands, qui avait valu une guerre à l'époque entre la Grande-Bretagne et l'Argentine dans les années 80. On s'en souvient, Margaret Thatcher avait envoyé des troupes. En 82. En 82. Effectivement. Voilà, donc il y a ce sujet-là. Alors, est-ce que, disons que le sujet des BRICS est de plus en plus politisé, et donc les États-Unis font de plus en plus pression sur des gouvernements pour qu'ils n'adhèrent pas. Le Kazakhstan vient de publier un communiqué annonçant qu'il ne serait pas candidat aux BRICS. Vous prenez une carte, vous regardez où est le Kazakhstan, où est la Russie, vous vous rappelez que le Kazakhstan était une république soviétique, et vous comprenez que
la CIA et bien d'autres, le National Endowment for Democracy et bien d'autres, ont dû être à l'œuvre pour dire aux Kazakhs non, décidément, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles. Alors, avant qu'on parle de l'impact des BRICS sur les relations internationales, l'impact réel, est-ce qu'il y a un impact fantasmé? On va y venir. Est-ce qu'on peut repréciser comment fonctionnent les BRICS? C'est-à-dire que, est-ce que c'est une instance de type Union européenne? Est-ce que c'est une instance de type G7, donc du soft power, comme on dit? Est-ce que c'est un club de nations? On y discute de quoi dans ces sommets? Ça sert à quoi? Quels sont les débouchés possibles? Et est-ce que c'est un système où les gens votent? Ou est-ce que, comme au G7, il y a une déclaration finale qui est rédigée à l'avance et puis chacun signe? Alors, ça ressemble plus au G7 qu'à l'Union européenne. À ma connaissance, il y a des délibérations, mais il n'y a pas de vote. Il y a plutôt la recherche d'un consensus. En fait, la meilleure comparaison qu'on pourrait prendre, c'est ce que le G20 n'est pas devenu. Les BRICS vont essayer de l'être. Alors, j'explique. Lorsque donc on a eu la croissance d'un certain nombre de pays dans le cadre de la mondialisation, des pays comme le Brésil, comme la Chine, comme d'autres, on dit ça serait bien de ne pas rester limité au G7. Je rappelle le G7 qui est un des produits de la trilatérale. On en a parlé avec Thierry Messant il y a quelques jours. Ça avait été. J'en profite pour dire que vous allez pouvoir retrouver le podcast. Je le mets en ligne aujourd'hui, mais la vidéo est déjà sur YouTube depuis mercredi dernier. On va refaire un article pour parler de cette émission sur la trilatérale avec Thierry Messant et toi. Donc, dans les années 70, États-Unis, Communauté européenne et Japon avaient été d'accord pour faire émerger un organe qui s'appelle le G7, qui se réunit toujours aujourd'hui. Les 7 pays les plus industrialisés du monde, en tout cas hors monde communiste, et qui se réunissaient pour se coordonner, et en particulier dans une situation de crise économique. Et après la chute du mur de Berlin, il y a eu cette idée qu'il fallait élargir. Surtout avec l'entrée de la Chine à l'OMC au début des années 2000, etc. Et on a créé le G20. Et d'ailleurs, le G20 existe. Il va se réunir au mois de novembre au Brésil. Donc, le G20 existe, mais il laisse sur leur fin, il laisse insatisfait un certain nombre de pays qui considèrent que c'est une espèce de G7 élargi, les pays dits occidentaux essayant de continuer à dicter leur volonté aux autres. Et par exemple, sur l'agenda écologique, c'est un des grands non-dits des sujets internationaux, c'est qu'au fond, il y a de plus en plus d'exaspération face à l'agenda écologique du Nord, entre guillemets, dans les pays dits du Sud global, et qui ne se reconnaissent pas non plus, ou de moins en moins, dans les réunions du G20. Donc les BRICS disent on en a assez des Occidentaux, on va faire sans eux, et on va se réunir aujourd'hui à 10, peut-être demain à 15 ou à 20, et on va se concerter sur un certain nombre de sujets, en rappelant que les BRICS, c'est plus de 40% de la population mondiale d'ores et déjà, que c'est plus de la moitié des réserves de pétrole et de gaz du monde d'ores et déjà. Donc c'est un vrai poids, et puis sans compter le fait qu'en parité de pouvoir d'achat, la Chine est devenue la première puissance économique du monde. Alors, il faut peut-être repréciser, je sais que j'insiste lourdement, mais c'est la vertu pédagogique de ce genre d'émission pour un certain nombre de gens qui entendent parler des BRICS comme si c'était le sauveur et qui ne perçoivent pas forcément la machine qu'il y a derrière. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le G7, puis le G20, qui est la déclinaison du G7, le G7 s'appelle le G7 parce qu'il regroupe hors Chine les 7 plus gros PIB du monde, les 7 pays les plus riches du monde, hors la Chine, qu'à une époque, le G7 a intégré la Russie, c'était le G8, qui finalement en est parti, et que le G20 regroupe les 20 plus gros PIB du monde en principe, mais la caractéristique de tout ce qui est le G, du point G, si j'ose dire, c'est que c'est harmonisé ou coordonné ou animé par les États-Unis, et que l'enjeu est d'arriver, et donc ça a été une vision américaine, au fond, de dire
Il y a l'ONU, mais c'est un machin, c'est compliqué. Il y a l'OTAN, mais c'est très militaire. Et en fait, on va créer une instance d'harmonisation ou de concertation guidée, on va dire ça comme ça, mainstreamée autour des États-Unis et autour des intérêts occidentaux. Et là, ce qui se joue avec les BRICS, c'est la capacité des pays non occidentaux ou qui contestent le leadership américain. Ce qui se joue dans ce sommet des BRICS, c'est la capacité de ces pays-là à créer un autre pôle par rapport aux États-Unis. Et est-ce qu'au fond, aujourd'hui, ils en sont capables? Quelles sont les réalisations des BRICS? Comme tu l'as dit, les BRICS retrouvent une nouvelle jeunesse ou une vivacité grâce à la guerre en Ukraine et grâce aux sanctions contre la Russie, mais concrètement, de quelles réalisations concrètes peuvent-ils se revendiquer aujourd'hui? Alors, la première réalisation concrète, ça a été de stabiliser les relations économiques malgré les sanctions russes. Et par exemple, très concrètement, il y a aujourd'hui des échanges commerciaux qui se font dans les monnaies nationales. Par exemple, 90% des échanges commerciaux aujourd'hui entre la Russie et la Chine se font en roubles et en yuan. Le chiffre n'est pas aussi élevé pour la Russie et l'Inde, mais c'est élevé quand même, hein, en roupies et en roubles. Et donc, ça a été une première mesure très pragmatique, très concrète. Et il ne faut pas s'emballer. On parle de monnaie des BRICS, etc. Il va sans doute y avoir un instrument de mesure, une monnaie de réserve, une monnaie d'échange, mais un peu comme était l'écu, ça viendra certainement. Mais pour l'instant, c'était très pragmatiquement vérifier que ça pouvait fonctionner en dehors du système occidental. Ensuite, il y a bien sûr un certain nombre d'investissements qui peuvent être faits sur des projets commerciaux, des développements de routes commerciales, des infrastructures portuaires, etc. Ça commence doucement. Ce sont des réalisations réelles. Et puis le troisième bénéfice des BRICS, c'est un bénéfice politique, c'est qu'ils ont d'ores et déjà créé un mythe, le mythe selon lequel ils sont l'organisation alternative et que, en tant que tels, ils attirent beaucoup de candidatures. Il y en a à peu près une trentaine actuellement. Alors, Édouard, juste petit intermède, il faut que tu te mettes en dehors de ta table parce que comme tu parles avec les bras et les mains, oui, l'écran fait ça et ça donne le tournis. Concrètement, donc, ces candidats, est-ce que tu peux nous dire plus sur ces candidats? Est-ce qu'ils viennent chercher in fine auprès des BRICS? Il y a un pays, par exemple un pays comme l'Algérie, qui a regretté de ne pas être admis l'année dernière, qui fait pression pour être candidat, qui se sent un peu isolé au sud de l'Union européenne, riverain du Maroc, le Maroc, lequel a des liens forts avec les États-Unis, avec Israël. Bon, l'Algérie aimerait bien entrer dans ce club-là. Il y a des pays africains aussi qui voient l'occasion d'échapper définitivement à l'emprise des États-Unis ou de la France. Il y a des pays d'Asie qui se disent que ça serait un moyen de ne pas être tout seul avec la Chine dans le dialogue, parce qu'il y a aussi l'Inde, parce qu'il y a aussi la Russie. Voilà des exemples. Dans la pratique, ce que tu nous dis, sans nous le dire, c'est un peu la reconstitution du monde de Yalta, même si on ne va pas chipoter sur est-ce que la conférence de Yalta a réellement donné lieu à une séparation, à des créations de zones d'influence, une zone soviétique, une zone américaine. Mais le monde issu de 1945 était structuré autour de ces deux blocs, ce qu'on appelait les blocs, puis avec un tiers-monde qui est apparu, qui était souvent plus proche du bloc soviétique, il faut bien dire, que du bloc occidental. L'effondrement de l'Union soviétique dans les années 80 a évidemment rebattu les cartes. Est-ce qu'au fond, Poutine, puisqu'on voit bien que, comme tu le dis toi-même, l'aiguillon, le nerf de la guerre pour les BRICS, c'est le soutien plus ou moins marqué à la Russie face aux sanctions américaines. Et au fond, la Chine n'est pas un acteur international en tant que tel aujourd'hui. Ce qui fait les BRICS, je le répète, tu le soulignes, c'est au fond la défense de la Russie.
dont on ne rappellera jamais assez qu'elle se considère comme l'héritière de l'Empire romain d'Orient et l'héritière de Constantinople. Donc cette division entre l'Est et l'Ouest et ce rôle stratégique de Moscou-Constantinople, ça date pas d'hier en soi, ça date pas de 45 non plus. Au fond, les BRICS, c'est la reconstitution du bloc soviétique sans le communisme. Alors, c'est une bonne question. La Chine a ses organisations en Asie. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, dont fait partie la Russie, dont font partie un certain nombre de républiques d'Asie centrale. Le Kazakhstan en est cette fois, si je ne me trompe pas. Donc, la Chine, d'autre part, elle a son projet qui s'appelle la ceinture et la route, One Belt, One Road, qu'on appelait les nouvelles routes de la soie il y a quelques années, donc qui est un projet de construction d'infrastructures à travers le continent eurasiatique et de voies maritimes permettant effectivement d'éviter d'avoir à contourner l'Afrique du Sud, le Cap de Bonne-Espérance ou de passer obligatoirement par le canal de Suez. Donc ça, ce sont les projets spécifiquement chinois. Il faut pas chercher à être trop cartésien et à mettre trop de distinction entre ces différents projets. Il y a des pays qui se retrouvent dans les deux instances. Il est bien vrai que la Russie, étant, comme tu dis, de culture romaine, byzantine, politiquement parlant, a une vision impériale et ça c'est pas un gros mot de dire ça. Alors il y a son glacis de sécurité, d'où la guerre d'Ukraine, mais il y a aussi une vision mondiale. D'ailleurs, un peu comme la France a pu avoir à certaines époques une vision du grand large, de nos territoires d'outre-mer, ça peut se comparer. Et dans ce cadre-là, il y a l'idée qu'il faut consolider les liens diplomatiques, effectivement, surtout pour faire échapper un certain nombre de pays à l'influence américaine. Alors, en même temps, il y a des distinctions. Par exemple, la Russie défend le Venezuela actuel, très anti-américain. Pour autant, je ne sache pas qu'on parle de l'entrée du Venezuela dans les BRICS. Là encore, il faut éviter d'avoir une construction trop géométrique. On l'a dit avec Thierry Messant et toi, non pas ce mercredi, mais le mercredi suivant, une émission sur les BRICS. On fera notre podcast sur les BRICS et sur la monnaie numérique que beaucoup prêtent comme intention aux BRICS. Je sais que ça fait l'objet à la fois d'une croyance mystique et en même temps d'une vraie contradiction chez les résistants, entre guillemets, chez les gens qui se réclament d'un pôle alternatif ou souverainistes. Est-ce que tu peux nous dire, sans qu'on ne déflore le sujet et le débat que nous aurons lors de l'émission avec Thierry, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce qui pourrait se discuter durant ce sommet à Kazan, qui s'ouvre aujourd'hui, qui se termine mercredi, c'est ça? Du 22, 24, c'est de demain à jeudi. De demain à jeudi. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce qui risque d'être discuté sur cette histoire de monnaie commune, d'outils d'échange monétaire entre les différents BRICS? Alors, d'abord, il y a une banque des BRICS qui est présidée par l'ancienne présidente brésilienne, Dilma Rousseff. Ensuite, il y a effectivement beaucoup de discussions sur la création d'un équivalent. On peut comparer ça à ce qu'était l'écu, la monnaie commune et non pas unique, la monnaie commune européenne, moyen de paiement ou de mesure des échanges dans les années 70 et 80, avant l'euro. Et donc l'idée d'un instrument de mesure commun, sans que pour autant on cherche à aligner absolument les politiques monétaires. En fait, les discussions sont compliquées parce qu'il y a des économies très disparates, même si l'Éthiopie connaît cette année une forte croissance supérieure à 5%, c'est un pays beaucoup plus pauvre que la Russie, la Chine ou le Brésil.
C'est une évidence ou même l'Égypte, c'est une évidence de dire ça. Donc, je crois que la première question qui va se poser, c'est puisque certains pays échangent dans leur monnaie les uns avec les autres, ils ont des réserves des monnaies des autres. Et c'est pas du dollar, c'est pas de l'euro. Ça peut être des roubles, ça peut être des roupies, ça peut être des yuan. C'est pas forcément du dollar. C'est pas forcément, voilà. C'est pas forcément voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces monnaies-là? Est-ce que il y aurait pas intérêt à créer un panier de monnaies qui permettent à chacun ensuite d'avoir une vision claire de ses réserves et surtout d'avoir pour l'ensemble du groupe une vision claire des réserves des uns et des autres et qui ne soit pas en euros ou en dollars. Donc voilà un premier exemple. Alors ensuite il y a la question du numérique, puisqu'on sait que la Russie travaille sur une monnaie numérique, que la Chine a déjà fait une expérimentation concrète sur une monnaie numérique, et donc la grande question, c'est de savoir si rouble numérique, yuan numérique et d'autres pourraient déboucher sur un BRICS currency numérique, et donc ça. Mais d'après tout ce que j'ai lu, c'est des questions techniquement très complexes et il est peu probable, hein, je reconnaîtrai que j'ai tort lors du podcast si ça se passe autrement, mais à première vue, je crois pas qu'on va avoir l'annonce d'un outil qui va détrôner le dollar dans les 5 ans qui viennent. Alors je mets les pieds dans le plat, puisque je sais que beaucoup de souverainistes, entre guillemets, ont hâte de voir une monnaie numérique concurrente du dollar, mise au point par les BRICS, avec notamment un Poutine qui parviendrait à devenir le chevalier blanc de la dédollarisation avec la Chine. Et je vais revenir à mes questions. En même temps, on voit qu'effectivement, créer une monnaie numérique, on va créer une monnaie commune, qu'elle soit numérique ou pas, est un processus extrêmement long. En Europe, il a fallu plus de 20 ans, dans l'Union européenne, plus de 20 ans, 25 ans pour la faire arriver, hein, puisque on rappellera que le premier projet de monnaie numérique formalisé date du début des années 70, donc c'est même 30 ans plus tard que cette monnaie commune, pas numérique, cette monnaie commune est arrivée dans le panier de la ménagère. Et donc, il y a un côté, j'allais dire, presque touchant parfois de voir des gens qui détestent les États-Unis se dire « Poutine va nous libérer et vous allez voir les BRICS, au prochain sommet, ils créent leur monnaie commune ». C'est un peu plus compliqué que ça. Mais la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que, oui ou non, les BRICS sont les chevaliers de l'apocalypse qui vont nous libérer de la tutelle américaine? Est-ce que ce sont les shérifs, les cow-boys, les euros qui vont nous sauver, ou bien est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Alors, je pense que le biais dans le raisonnement que tu mentionnes vient de ce que, paradoxalement, les gens ne sont pas toujours aussi souverainistes qu'ils pensent. Il me semble qu'il y a une caractéristique des BRICS, c'est le désir de permettre à des États souverains de ne pas être menacés parce que ils ne veulent pas que leur souveraineté soit soumise à des règles édictées à Washington ou à Londres ou à Bruxelles. En gros, les BRICS, ça se veut un club d'États qui vont cultiver leur souveraineté et qui, pour l'instant, comme ils ont effectivement une menace commune, ne vont pas cultiver cette souveraineté ou pas cultiver leur puissance les uns contre les autres, mais plutôt avec un accord de bonne entente. Donc, moi, je suis pas sûr du tout qu'on aboutira un jour à une monnaie unique des BRICS comme il y a un euro pour les puissances de l'Union européenne. Je pense qu'on arrivera à une monnaie commune, si on fait la distinction, qui sera un instrument de mesure et d'échange pour les grandes entreprises ou d'évaluation des réserves pour les banques centrales, mais je ne crois pas que ça ira plus loin. Je crois que chaque pays gardera sa souveraineté monétaire. Et j'ai envie de
de dire à ceux qui voudraient qu'il y ait une sorte de monnaie des BRICS qui vienne remplacer le dollar et l'euro. Non, la grande question, on le sait bien maintenant, on comprend bien que ce qui nous a nui depuis 20 ans, c'est que nous n'avons plus notre monnaie gérée par nous-mêmes et nous nous sommes affreusement endettés à l'abri des taux d'intérêt allemands. Et donc, nous avons aliéné notre indépendance. Et je pense que… Alors, il y a une chose sur laquelle la Russie de Poutine est un modèle, c'est l'absence d'endettement. C'est peut-être ça qu'il faudrait regarder. Je pense que le grand enjeu pour demain, il est là, c'est se comporter. Est-ce que vous vous comportez ou non comme un État souverain et qui ne dépend pas des autres au-delà du raisonnable? Alors, c'est l'occasion de remettre, d'abord de faire un petit focus. On rappellera que l'imposition des sociétés, des entreprises en Russie, c'est 15%. Voilà. Avec un système extrêmement simple qui fait rêver beaucoup d'entrepreneurs français. D'abord, c'est beaucoup moins élevé que chez nous et c'est beaucoup moins complexe, ce qui prouve que, au fond, peu d'impôts rapportent beaucoup plus que des impôts très élevés et qu'au fond, la Russie est, comme tu le dis, très peu endettée, en grande partie parce que, au fond, elle laisse vivre la société civile, même s'il y a des phénomènes de mafia en Russie. Même s'il y a de l'autoritarisme étatique en Russie, globalement, l'activité économique en Russie n'est pas complètement perturbée par l'État. Et donc, dans cette affaire, comme tu le soulignes, la dette, le choix de s'endetter, et notamment le choix de s'endetter auprès d'acteurs extérieurs, c'est probablement la principale menace qui pèse sur la souveraineté d'un État. La France, on le voit, est aujourd'hui très dépendante des décisions étrangères pour sauver ses finances publiques. Est-ce que précisément, Édouard, le sujet qui se profile, c'est pas le réveil d'un certain nombre de gens qui doivent se dire, je les vois bien tous et je lis les commentaires sur ah bah les États-Unis qui nous appauvrissent, etc. Au fond, est-ce que le triomphe des BRICS, c'est pas le triomphe de l'ordolibéralisme, même si il y a plein de choses à dire sur ce sujet. Est-ce qu'au fond, la force d'un Poutine, mais la force du Brésil, la force de la Chine, dans une certaine mesure, je ne vais pas dire que la Chine est ordolibérale, mais en tout cas, le souci d'une façon ou d'une autre de gérer sa situation, même si la Chine est beaucoup plus endettée qu'on ne le croit en Europe, mais on va parler de l'Inde, de l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui, au fond, ne sont pas des pays qui passent leur temps à se dire l'État est là pour protéger tout le monde et prendre l'argent des plus riches pour le donner aux plus pauvres. Au fond, la prospérité des BRICS, ça vient aussi de cette vision de l'ordolibéralisme. Je mets la Chine à part. Alors, disons que historiquement, l'ordolibéralisme tel qu'il a été pensé en Europe voulait à la fois le libéralisme politique et le libéralisme économique et par ailleurs effectivement voulait un État le moins développé possible et faisait confiance à des forces sociales type associations, syndicats, églises pour s'occuper de tout ce dont l'État ne doit pas s'occuper. Bon, donc il y a une proximité de résultats, au sens où, effectivement, dans un certain nombre de pays, l'État intervient beaucoup moins, paradoxalement, que dans les pays occidentaux, européens ou même aux États-Unis, avec l'endettement actuel des États-Unis. Pour autant, nous ne ferons pas l'apologie de tous ces pays dont le régime n'est pas toujours libéral politiquement, qu'on ne nous fasse pas dire ce qu'on n'a pas dit, mais je crois que ce qui est sain quand on veut parler de manière intéressante des BRICS, c'est de réfléchir sur ce que c'est que la souveraineté. Et on vient d'en parler sur le plan économique, c'est éviter l'endettement, effectivement, donc ça c'est absolument fondamental. Et donc la question n'est pas de savoir si on va être sauvé par les BRICS, c'est si nous pouvons nous sauver comme les BRICS. Je crois que c'est comme ça comme les BRICS essayent de le faire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et si on se place du point de vue de l'ordre international,
On ne va pas idéaliser la Chine, par exemple, qui a des conflits dans l'océan Pacifique avec certains États sur la question de la possession de certaines îles, etc. Mais malgré tout, tous les pays dont nous parlons sont des pays qui pensent que quand un État a signé des traités, il doit respecter sa parole. Et le général de Gaulle disait que la souveraineté n'était pas le droit de faire n'importe quoi. La souveraineté, c'était même plus que l'indépendance, c'était une indépendance responsable, c'est-à-dire que je suis comptable de ce que je fais vis-à-vis des autres puissances souveraines. La souveraineté, on n'est pas tout seul, on est avec les autres. De ce point de vue-là, les BRICS sont un modèle intéressant de clubs d'États qui veulent être pleinement souverains. Est-ce que, puisque je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, est-ce que tu penses, que la France devrait intégrer les BRICS, et deux, est-ce que nous serions capables, nous, de cette indépendance intérieure, si j'ose dire, notamment en nous disant que, eh bien, on doit faire un impôt sur les sociétés à 15%, comme en Russie, et rien de plus, et ne pas nous endetter, et au fond, avoir une gestion orthodoxe, une gestion saine, en bon père de famille de nos finances publiques, puisqu'on voit bien que beaucoup de gens qui aujourd'hui détestent l'Union européenne, détestent les États-Unis, sont aussi les grands demandeurs de politiques sociales complètement inflationnistes et avachissantes, où c'est donnez-moi de l'argent parce que je suis une petite chose victime de la société, et puis prenez l'argent dans la poche des riches, les méchantes entreprises. C'est tout le contraire de ce que fait Poutine. Est-ce que ces gens qui aujourd'hui en France sont au fond une forme de sympathie assez naturelle pour les BRICS seraient capables de se discipliner pour vivre à la russe? Alors, quand tu dis ça me tient à cœur, ce qui me tient à cœur, c'est de rappeler, premièrement, que la France a des territoires sur l'ensemble du globe, sur tous les océans. Il faut quand même rappeler que nous avons le deuxième domaine maritime au monde après les États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, il faudrait changer complètement le regard, surtout si l'on ajoute que ces territoires sont aujourd'hui convoités, aussi bien par les États-Unis que par la Chine. Il s'agirait de mieux les protéger. Et puis on voit, avec ce qui se passe en Martinique actuellement, on voit bien que… ou en Nouvelle-Calédonie, la politique de subvention, la politique d'assistanat, elle est au fond une version dérivée de l'ancien colonialisme assez méprisant. Allez, prends ton fric et ferme-la. Et donc ces pays, ces régions ne sont pas véritablement associées au destin national dans l'esprit de nos dirigeants. Alors que quand bien même elles se pensent partie de la France et elles sont juridiquement partie de la France. Et donc moi je me dis, si on voulait mettre en valeur ces territoires, il faut avoir une vision mondiale, et cette vision mondiale, elle pourrait être se fixer pour objectif d'adhérer un jour aux BRICS. Mais comme tu le dis, si aujourd'hui nous déposons notre candidature aux BRICS, ça va aller de l'éclat de rire, j'imagine, chez Vladimir Poutine, au sourire poli chez Xi Jinping, en passant par une réaction que je n'anticipe pas chez Modi. Donc, je crois qu'en fait, qu'est-ce qui s'y oppose? Notre soumission à l'atlantisme et le fait que l'Union européenne est foncièrement hostile à la logique des BRICS. Et puis ensuite, comme tu le dis, nous ne serions pas crédibles parce que si un gouvernement français dit je voudrais adhérer aux BRICS, et d'ailleurs, vous pourriez pas me donner un peu d'argent de poche pour boucler le mois là, parce que quand même les taux d'intérêt c'est mondiaux, c'est un peu cher. Bon, ça va pas le faire. Donc, je pense qu'une force politique qui miserait sur le redressement national, elle pourrait se fixer comme objectif fictif d'être en mesure d'adhérer aux BRICS un jour. Ensuite, on verra si c'est opportun de le faire ou pas. Il y a un sujet que tu as passé sous silence, malicieusement. C'est que quand même dans les BRICS, il y a le mariage de la carpe et du lapin. Alors, on a évoqué la question de Javier Milei qui, pour des raisons d'atlantisme très néoconservateur, très trumpiste au fond,
a dit « moi, je ne veux pas rentrer dans les BRICS ». Le Brésil, on peut penser quand même que la position d'un Bolsonaro était moins confortable vis-à-vis des BRICS que la position d'un Lula. Entre l'Inde et la Chine, il n'y a pas forcément un amour irrépressible, il y a régulièrement des incidents militaires à la frontière et puis il y a régulièrement des tensions entre les pays. Tout ça donne quand même le sentiment que c'est une alliance de circonstances et qu'au fond, au-delà de cette défense, au-delà de cette opposition à l'Occident, de cette espèce de rejet de l'hégémonie américaine, à des degrés très variables d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'unité politique ou de vision géopolitique partagée entre l'héritier de l'Empire romain d'Orient et l'Afrique du Sud, qui d'une façon ou d'une autre est l'héritière d'une période coloniale complexe. Ce sont des mondes très différents. Alors, oui, tu aurais pu mentionner aussi la présence paradoxale de deux nouveaux membres qui n'ont pas forcément la même vision du conflit israélo-palestinien, c'est l'Arabie Saoudite et l'Iran. On pourrait ajouter Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite d'un côté et Iran de l'autre. C'est pour ça que je crois que les gens se trompent quand ils imaginent qu'il va y avoir une espèce d'anti-OTAN, par exemple, qui va émerger. Non, je crois pas que c'est pas du tout ça que cherchent la Russie et la Chine, qui sont les deux moteurs, en sachant que l'Inde suit la Russie parce que elle pense ça lui permet d'équilibrer la Chine, et puis qu'elle a besoin aussi de la protection russe face au Pakistan. Mais je crois qu'en fait, c'est un club d'États souverains. Et donc, ce qu'espère Poutine, puisque c'est lui, en termes diplomatiques, qui est leader, c'est qu'on évitera justement de grands différends entre l'Inde et la Chine, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, grâce à des mécanismes de concertation mutuelle. C'est d'une certaine manière, c'est un peu revenir à l'Europe du Congrès de Vienne, toutes choses égales par ailleurs, en sachant que ça n'a pas évité les guerres à certains moments, mais aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de guerre entre tous ces pays pour une raison simple, c'est qu'ils ont un adversaire commun qui sont les États-Unis ou l'Occident. Donc pour l'instant, il y a une espèce de période un peu idyllique et où les différences ont plutôt diminué. Il y a quand même eu un phénomène tout à fait étonnant, c'est la capacité qu'a eu la Chine de faire se parler l'Arabie Saoudite et l'Iran et leur faire signer un accord en mars 2023 qui a mis fin de facto à la guerre du Yémen. Ça c'est la première chose. Et puis récemment, alors même que menace une guerre entre Israël et l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Iran se sont mis d'accord, et en particulier sur le fait que les avions américains ou israéliens n'auraient pas le droit de survoler le territoire saoudien pour aller frapper en Iran. Donc on voit qu'il y a bien malgré tout des mécanismes de concertation diplomatique réels. Mais ils restent quand même très marginaux par rapport à l'influence américaine sur le conflit israélo-palestinien, par rapport à l'influence russe. La Chine reste un acteur secondaire par rapport à ces deux puissances tutélaires, si j'ose dire. On peut en discuter. Oui, dans l'immédiat, oui. À long terme, je ne sais pas. Moi, je suis quand même frappé de voir que la Russie et la Chine ont réussi à réunir toutes les factions palestiniennes, y compris l'autorité palestinienne, y compris le Fatah, pour signer un accord sur un futur gouvernement palestinien. Donc, c'est pas neutre à long terme. Et puis, pour donner un autre exemple, il y a dans cette affaire tragique, il y a quelquefois des aspects quasi comiques. Les interventions de l'ambassadeur chinois à l'ONU
face aux représentants israéliens au Conseil de sécurité sont des modèles du genre. C'est-à-dire que c'est la première fois que la Chine, aussi ouvertement, remet à sa place l'État d'Israël. Jusque-là, c'était resté très en demi-teinte. Mais depuis un an, les interventions sont extrêmement fermes, voire brutales quelquefois, quand l'ambassadeur d'Israël ne se comporte pas comme la diplomatie l'exigerait. Certes, mais sur le fond, aujourd'hui, la Chine et même la Russie n'a pas la capacité à mettre autour d'une table Israël, le Liban, l'Égypte, les forces palestiniennes, l'Arabie saoudite, pour imposer l'Iran, pour imposer un accord de paix ou une désescalade militaire. Aujourd'hui, la Chine, effectivement, penche plutôt vers un soutien aux Palestiniens pour aller vite, mais n'a pas d'autorité reconnue sur Israël, ce qui la condamne et n'est pas une force dissuasive militaire, alors que la Russie peut dire nous sommes présents en Syrie et nous sommes capables d'imposer un règlement militaire si les Israéliens vont trop loin. Donc il y a quand même une différence entre les acteurs. Oui, tout à fait. Il n'empêche que actuellement, il y a un certain nombre d'hommes politiques israéliens qui se font du souci parce que Netanyahou a gâché la cause des investissements chinois dans le port d'Haïfa, par exemple, qui sont remis en cause. Non, je suis d'accord. C'est plus du moyen terme ou du long terme. C'est pas du même ordre. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Est-ce que la Russie a besoin des BRICS pour exister, notamment au Proche-Orient, exister en Israël, exister en Palestine, exister au Liban, exister en Syrie? On va rappeler donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'une façon ou d'une autre, notamment le patriarcat de Moscou se considère comme l'héritier du patriarcat de Constantinople et que le président russe est vécu, notamment en Russie, comme l'héritier de l'empereur romain d'Orient, dont le premier fut Constantin, créateur de Constantinople, qu'à ce titre, la Russie considère que la Syrie, le Liban, les lieux saints, la Terre sainte, sont d'une façon ou d'une autre sous sa protection, ne serait-ce que religieuse et culturelle, historiquement. Est-ce que, après les événements qu'on a vus, notamment ce week-end, de la frappe contre le domicile du Premier ministre israélien, on sait que l'Israël s'apprête à frapper l'Iran, protégé contre les représailles grâce aux deux dispositifs dits THAAD déployés par les Américains avec une centaine de soldats sur le sol israélien. Est-ce que la Russie est en mesure d'empêcher un embrasement régional et est-ce qu'elle a besoin des BRICS pour le faire? Alors, je ne crois pas qu'elle ait besoin des BRICS pour le faire. Là, je crois que c'est un sujet différent qui est le fait que la Russie est redevenue une grande puissance militaire de manière incontestable et que, en particulier, la Russie est sans doute le verrou qui empêche une escalade nucléaire. C'est-à-dire que l'Iran, effectivement, n'a pas la bombe nucléaire pour l'instant, en tout cas officiellement, même si certains se posent des questions. Israël l'a. Des experts parlent de tentation éventuellement israélienne d'y avoir recours, mais il y a un facteur décisif, c'est que il faudrait pour ça l'autorisation américaine. Or, la Russie bloque parce qu'à ce moment-là, on passerait au stade nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Donc, je crois que c'est ça qui dépend. Là encore, ne majorons pas l'importance des BRICS. Les BRICS, c'est un mécanisme, c'est un lieu. Je parlais d'un club, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais en tout cas, c'est un lieu où on se rencontre. C'est un réseau puissant, évidemment, mais les États restent souverains. Et je pense que
ce à quoi tu fais allusion, c'est la vocation historique de protectrice des lieux saints de la Russie. Au passage, la France a la même vocation historique, hein, on l'a oublié. Ça, c'est la première chose. Et puis, d'autre part, l'intervention bien concrète de la Russie de Poutine dans le conflit syrien. Et si on dit les choses un peu froidement, et contrairement à ce que racontent les médias occidentaux, c'est Poutine qui a aidé Assad à démolir Daesh. C'est pas les Américains. Hein. Et donc, à mon avis, c'est ça qui pèse le plus. C'est pas les BRICS. C'est l'occasion de faire une petite excursion sur Poutine, sur la Russie. L'approche des élections américaines change évidemment la donne, notamment sur la question ukrainienne. Militairement, on en est où sur le terrain, puisque je vois des annonces régulières, y compris dans la presse subventionnée en France, qui traditionnellement cache les choses. Là, la presse française ne cache plus que la situation de l'armée ukrainienne n'est pas très bonne. Oui, et on a eu toute la mise en scène autour d'un plan de victoire de Zelensky qui a fait un discours devant la Rada, devant le Parlement ukrainien, où il a un peu répété toujours la même chose, à savoir qu'il avait besoin de missiles qui puissent frapper à longue portée, ce que pour l'instant lui refusent absolument les Américains et les Allemands aussi, d'ailleurs, hein, c'est important de le souligner dans ce cadre-là. Il a dit qu'il voulait adhérer à l'OTAN, et puis surtout, ce qui est plus important, il a invité tous les investisseurs occidentaux à venir se servir en Ukraine parce que son idée c'est de dire s'il y a eu des investissements financiers occidentaux, après ça l'OTAN sera obligé de nous défendre. Donc on adhérera à l'OTAN. Alors il y a eu un autre épisode qui a été déclenché par un post d'un journaliste allemand selon lequel Zelensky serait revenu à l'idée soit vous nous donnez, vous l'OTAN, la protection nucléaire, soit nous, on devra fabriquer une bombe nucléaire nous-mêmes. Retour au 19 février 2022, c'est ce qu'il avait dit dans son discours à la conférence de Munich. Alors après ça a été nié, etc. Il semble quand même que les propos aient été tenus. Sur le terrain, les rafles de soldats par les recruteurs semblent devenir de plus en plus violentes. D'après les vidéos qu'on a, on a des vidéos depuis longtemps, mais là, c'est vraiment la course à tous les sens du mot aux recrutés. Et d'autre part, on a de plus en plus de nouvelles de désertion de troupes ukrainiennes, quelquefois des bataillons entiers qui s'arrangent soit pour déserter, soit pour se rendre aux Russes. Et on a une avancée lente, mais moins lente qu'avant des Russes sur l'ensemble de la ligne de front, y compris la petite enclave de Koursk qui est en train d'être refermée. Enfin, dernier élément, les frappes de missiles ou de drones toutes les nuits sur les infrastructures militaires continuent, de temps en temps sur les infrastructures électriques. Le chef de l'opposition allemande a dit qu'il fallait lancer un ultimatum à Poutine, Friedrich Merz, pour lui demander d'arrêter ça sous 24 heures, sans quoi il fallait livrer des missiles à longue portée à l'Ukraine. Bon, on voit bien que l'Occident est un peu désespéré devant l'évolution des choses. Dans le même temps, certains affirment, une rumeur court, selon laquelle 10 000 soldats nord-coréens viendraient combattre aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette information ? Alors, ce que j'ai vu chez les experts, les analystes militaires sérieux, c'est que l'affirmation n'était pas très sérieuse. Il peut s'agir de soldats nord-coréens, mais certains disent que ça peut être des soldats du Laos aussi, dans le cas d'une manœuvre commune avec des troupes russes il y a quelques semaines. Et il s'agit plutôt de l'Asie. Moi, il me semble qu'on a un bon vieux truc de communication occidentale, et comme on ne sait plus quoi raconter, et qu'il faut surtout pas dire que la Russie arrive
à gagner cette guerre toute seule, eh ben on va chercher le méchant Kim Jong-un comme allié de Poutine, puis ça permet de continuer à noircir Poutine. Je ne crois pas qu'il y ait de vrais fondements là derrière. Il y a eu des armes livrées. La Corée du Nord a livré des armes, effectivement, à la Russie, ça oui, mais des soldats, je suis sceptique. Cela dit, il y a un problème démographique quand même en Russie, c'est-à-dire que Poutine ne dispose pas non plus d'une réserve mobilisable en toute popularité. Lui-même est confronté à un problème de renforcement de ses armées, de renfort dans les armées. Mais actuellement, on a deux Russes mobilisés pour un Ukrainien. Hein, c'est intéressant comme évolution sur les 2 ans et demi de guerre, puisqu'au début de la guerre, il y avait moins de 200 000 Russes pour 600 000 Ukrainiens qui servaient sous les drapeaux, ou qui s'affrontaient en Ukraine, pardon. Et là, on a à peu près 700 000 Russes en Ukraine ou à proximité de l'Ukraine prêts à intervenir contre 350 000 Ukrainiens. En fait, le premier problème auquel est affrontée l'armée ukrainienne, ce sont les désertions, parce qu'il y a à peu près le même nombre de recrutements chaque mois qu'en Russie, mais il y en a la moitié qui prennent la poudre d'escampette dès qu'ils peuvent. Et le deuxième problème, c'est le taux d'attrition, c'est le nombre de morts et de blessés graves qui est aujourd'hui au moins 5 fois plus important du côté ukrainien. Pour que les gens sortent de cette émission avec une vision, a priori, si Trump gagne, c'est la fin, plus qu'à programmer, de la guerre en Ukraine. Alors moi, j'en suis pas si sûr. Alors, programmer, oui, mais tout de suite, non. J'en suis pas si sûr pour une raison très simple, c'est que Poutine a un mauvais souvenir du premier mandat de Trump, où Trump n'a pas tenu l'État profond, et donc Poutine se dit il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Et la deuxième chose, c'est que le nombre de déclarations hostiles ou du genre non mais on va lâcher des territoires, on va faire semblant, l'Ukraine va faire des concessions territoriales et reprendra la guerre dans 10 ans, ça conduit les Russes à penser que c'est pas la peine d'arrêter la guerre tout de suite. Donc moi je vois plutôt monter une situation, si c'est Trump, où Trump à un moment se trouve à vouloir négocier et où Poutine dit non, on verra dans quelques temps. Et à ce moment-là, on sera curieux de voir comment Trump réagit. Bon, ce qui serait bien en passant, c'est que la semaine prochaine, nous consacrions notre chaos global aux élections américaines, même si on aura l'occasion ensuite de refaire au moins une émission sur le sujet. Mais je crois que de ce que je lis, on a vu, on fait une rapide incursion sur ce sujet pour mettre l'eau à la bouche de tout le monde. On a vu Trump déguisé en cuistot dans un McDonald's en train de préparer des frites. C'est une campagne qui se fait quand même, chacun est pris par le callback, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est une campagne très dure qui se fait sur des arguments très personnels, sur des images de plus en plus fortes. L'état des sondages aujourd'hui, ça donne quoi? L'état des sondages donne une légère avance à Harris en nombre de voix au niveau national, mais une victoire en représentants pour Trump, une avance en nombre de représentants. Mais je ferai un point la semaine prochaine quand on en parle et au besoin on pourra montrer quelques cartes pour qu'on se rende compte de ce que sont les swing states, les États en balance. Alors, je ne sais pas si tu as vu, on conclura là-dessus, il y a eu un afflux massif de paris, plusieurs dizaines de millions de dollars tout à coup, sur la victoire de Trump. C'est curieux quand même. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non, j'ai pas vu. Moi, ce que je crois, c'est que il y a eu une poussée de Kamala Harris dans les premières semaines. Ensuite, assez vite, on a fait remarquer qu'elle ne donnait pas d'interview, donc on s'est demandé pourquoi. Elle en a donné, mais qui était
qui sont tellement encadrés que ça ne lui rapporte pas vraiment ce qu'on pouvait espérer. Et il y a un électorat qui se fige, mais il y a eu visiblement lors des tempêtes en Caroline du Nord, si je me trompe pas, et en Floride, il y a eu une réaction beaucoup plus spontanée et maligne des républicains, et en particulier de Trump, qui a montré qu'il était plus proche des gens. Donc ça pourrait expliquer que ça bascule en sa faveur. Et puis par ailleurs, là, pour les Américains, ça compte pas beaucoup, mais quand même pour les influenceurs, le conflit du Proche-Orient qui se tend, et Trump est plutôt très clairement du côté de Netanyahou. Donc ça joue effectivement en sa faveur. Donc on reprend, moi je vois Thierry Messant mercredi, nous parlerons de la situation internationale et spécialement en Israël où se sont passées plein de choses qu'on a occultées aujourd'hui, mais enfin qu'on a citées sans approfondir. Nous retrouvons, Édouard, lundi prochain, on parlera des élections américaines et de la situation des États-Unis. Et puis, le mercredi encore suivant, le mercredi en 8, nous avons un bilan du sommet des BRICS avec Thierry Messant et toi, programmé. Donc, rendez-vous à chacun sur le courrier des stratèges. Et puis, n'oubliez pas d'adhérer gratuitement au fil Telegram. Restez libre. À très bientôt, mes amis. À bientôt, Eric.